Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Présence protestante. D'ici quelques instants, nous parlerons du cinéma, de l'éthique, de la religion, tout cela en compagnie de Margot Lemba et son invitée Camille Andrès. Je vous laisse le soin de découvrir ce thème avec elle. Pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Camille Andrès, journaliste, réalisatrice et directrice du Prix Farel, un festival international de films à thématiques spirituelles, éthiques et religieuses qui se tient à Neuchâtel, en Suisse. Camille Andrès, bonjour et bienvenue. Bonjour Margot. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter brièvement? Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Et comment en êtes-vous venu à diriger un festival aussi singulier que le Prix Farel? Merci. Alors moi, je suis journaliste spécialisée dans le fait religieux, on va dire, et j'ai grandi en Alsace. Je suis d'origine luthérienne protestante, donc on va dire que je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Et cette ouverture-là ou cet ancrage-là m'a donné envie de m'ouvrir à d'autres confessions. J'ai toujours travaillé dans le fait religieux, que ce soit à Strasbourg, au Liban ou aujourd'hui en Suisse où je suis. Ça, c'est pour le côté religieux. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi réalisé un documentaire sur l'histoire d'une paysanne suisse qui avait un grand projet, on va dire, écologique. Et ce qui m'a ramené, on va dire, du côté du film, du documentaire. Et puis, donc, j'avais ce double bagage, voilà, le film et puis l'intérêt pour les questions éthiques, spirituelles, religieuses dans le journalisme. Ce qui fait que l'équipe du Prix Farel est venue me chercher parce qu'ils cherchaient à relancer le festival en 2023. Le Prix Farel est historiquement lié au monde protestant. Quel est aujourd'hui du coup son lien avec le protestantisme? Oui, alors historiquement, le Prix Farel, il est né dans les années 60 des émissions religieuses des télés publiques, en particulier les émissions protestantes. Alors les télés publiques francophones même, donc il y avait les Belges, les Suisses, les Français. Ils se retrouvaient à Neuchâtel pour confronter un peu leurs idées, leurs émissions, puis se former ensemble. Ça a duré jusque dans les années 2000. À partir de ce moment-là, ça s'est ouvert, on va dire, aux questions, aux faits religieux en général. Ça s'est déconfessionnalisé. Mais je pense que l'identité protestante, elle est là dans la façon de débattre et puis dans l'intérêt pour les questions éthiques. Le protestantisme, pour moi, aujourd'hui, c'est une place pour la diversité, un intérêt pour la minorité et un intérêt pour les débats argumentés. C'est peut-être aussi une identité suisse, d'ailleurs, pas seulement protestante. On a le sentiment qu'on est passé de contenus explicitement religieux à des contenus qui traitent plus de faits religieux, parfois de manière plus sociologique ou culturelle. Pourquoi est-il devenu si délicat de parler de religion maintenant au grand public? Oui, alors effectivement, on est passé, on va dire, d'un festival vraiment confessionnel à un festival qui parle du fait religieux et même des questions éthiques comme la fin de vie, sans forcément parler des religions en elles-mêmes. Alors la religion fait peur, je vous annonce rien, c'est pas un scoop, simplement parce qu'elle est associée au fondamentalisme, à des extrémismes. Il faut pas les nier, je crois. Il faut regarder cette réalité-là, mais il faut pas non plus regarder la religion que sous ce biais-là. La religion, c'est aussi un espace où les gens trouvent leur spiritualité. C'est une histoire, une culture qui explique encore pas mal d'éléments de nos sociétés aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Effectivement, je pense que clairement le taux de rattachement à des communautés, la sécularisation, on va dire, grandit. Les gens quittent les communautés traditionnelles, mais la soif de spiritualité, la soif de sens, elle reste présente. Et donc, je crois qu'il faut absolument pouvoir parler de ça et pouvoir expliquer l'histoire, la culture aujourd'hui à travers le fait religieux. Et effectivement, affronter ces extrémismes avec les outils pour les comprendre. Le Prix Farel propose documentaire, fiction, série, format court aussi. Les frontières entre documentaire et fiction semblent de plus en plus poreuses. Est-ce une manière d'explorer de nouvelles narrations spirituelles? Alors pas forcément spirituelles, mais oui, c'est une manière d'explorer de nouvelles narrations. On aura, je pense, probablement cette année un documentaire qui s'appelle Tuer au nom de Dieu sur la Saint-Barthélemy au Prix Farel. Et ce documentaire est assez original parce qu'il est basé sur des recherches historiques de Jérémy Foa. Et en même temps, c'est un documentaire donc qui se passe comme si c'était un documentaire. On a les protagonistes face caméra, mais à l'époque de la Réforme. Donc c'est une sorte de fictionnalisation d'un récit historique qui mêle un peu les genres. On se base sur des recherches, on recrée des personnages par la fiction, mais on essaye de les documenter, de les présenter de la manière la plus réaliste possible. Et oui, je pense que c'est une manière d'accrocher de nouveaux publics, de raconter les choses autrement, de pas avoir cette voix off
qu'on connaît par cœur, qu'on entendait dans les documentaires, on va dire, voilà, de ces dernières années, voilà, d'être dans une narration plus vivante, plus originale. Et voilà, on arrive peut-être plus facilement à s'identifier, oui. Vous avez aussi intégré des contenus issus du web, des formats plus courts ou hybrides. Pourquoi ce choix? Alors là aussi, franchement, c'était l'idée de toucher de nouveaux publics, on va pas se mentir. Aujourd'hui, les jeunes sont sur les réseaux, il faut qu'on leur propose aussi des formats qu'ils regardent tous les jours, mais avec l'idée justement de les déconstruire, les analyser, les contextualiser. Et puis, on a remarqué lors de l'édition 2024, où on a fait venir des influenceurs justement, ou plutôt des créateurs de contenu, qui sont en fait des professeurs, hein, qui créent des contenus pour expliquer le fait religieux. Je pense à Yann Toucourt qui a gagné le prix Farrell dans sa catégorie dans l'édition 2024. On a vu que c'était intéressant aussi pour les youtubeurs de rencontrer leur public, parce que souvent les médiations, l'échange avec eux se fait par les commentaires sur leur contenu, et c'est parfois un peu violent, où ça manque évidemment de liens humains. Et là, se rencontrer, pouvoir expliquer comment ils font une vidéo, avoir un échange direct, c'était vraiment intéressant pour les deux. Quelle différence faites-vous entre création du contenu numérique et démarche documentaire classique? Alors je pense qu'il y a beaucoup de différences dans le financement, notamment, il y a beaucoup moins de moyens, c'est évidemment la première chose, même si maintenant aujourd'hui YouTube a sa propre économie et qu'il y a de plus en plus de moyens qui arrivent aussi sur les réseaux sociaux. Il y a aussi une narration qui est complètement différente. YouTube on va dire, un peu imposé ce format face caméra, un ton très direct, le tutoiement. Ça a changé pas mal de choses. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs certains codes des réseaux sociaux arriver dans le documentaire, et en même temps, ça marche aussi dans l'autre sens, puisqu'on voit que sur les réseaux sociaux, il y a aussi la volonté d'aller dans plus de qualité, d'avoir de rajouter des images, d'enrichir en fait la présentation. De rallonger les formats, donc d'aller dans des explications très denses, très touffues, d'avoir aussi plus de transparence, donc de citer toutes les sources. Et l'autre grande différence, c'est que le dialogue continue, c'est-à-dire qu'un documentaire, une fois qu'il est fini, on le diffuse, voilà, il circule, il vit sa vie. Les contenus sur Internet, la discussion autour d'eux continue dans les commentaires, etc. Donc il y a l'idée d'une communauté qui vit autour de ces contenus, et ils sont créés aussi pour ce public-là. Donc ils sont créés presque parfois aussi à la demande de cette communauté. Donc il y a aussi un lien plus fort, et dans ce sens-là, je pense qu'il touche peut-être plus directement ou plus précisément certaines personnes. Ouais. Mais justement, votre festival semble accorder une grande place au débat et aux échanges. Quel rôle joue le public dans cette dynamique? Alors, en reprenant le prix Farrell en 2024, j'étais épatée par la qualité de notre public, la qualité des échanges, des discussions. On a toujours des discussions après nos films. Vraiment, la condition du festival, c'est que pour présenter un film, il faut vraiment que quelqu'un de l'équipe soit présent, et on accorde toujours une place à ça. Et en plus de ça, pour l'édition 2026, on a décidé de proposer des débats en plus des films, c'est-à-dire des débats à part, dans un espace off qu'on va créer, dans l'idée d'approfondir cette discussion-là. Nous, on veut pas simplement que ce soit du top-down, c'est-à-dire que les gens, qu'il y ait un parterre de personnalités qui s'expriment, mais on aimerait vraiment que le public puisse prendre la parole et puis repartent avec des idées précises. On réfléchit à mettre en place des questionnaires. Enfin, il y a vraiment un échange assez riche, et ouais, il y a un public qui reste des fois toute une journée de festival, qui est très informé, très éduqué. Donc c'est aussi des gens qui se renseignent avant. C'est assez épatant, effectivement, le niveau d'information, et je pense que ça a dû aussi à l'historique. C'est un festival qui est né il y a plus de 40 ans, donc il y a aussi un bon ancrage, on va dire, une bonne histoire déjà. La question de l'intelligence artificielle traverse aujourd'hui tout le monde culturel. Quelle est la position du festival par rapport à l'IA? On n'a pas une position tranchée, on a rédigé une charte cette année, on n'a pas intégré explicitement l'IA dans notre charte, mais bien sûr qu'on y pense tous les jours. Nous, on veille à la qualité artistique et à la qualité éditoriale des contenus, donc évidemment et à la transparence. Donc évidemment que s'il y a des contenus qui intègrent de l'IA, on veut que ce soit mentionné. Et puis on est un festival documentaire, donc évidemment que le documentaire, c'est d'abord raconter le réel, et l'IA, c'est quand même une transformation du réel. Lors de l'édition 2024, on s'est posé la question. On avait un débat sur le fait d'intégrer l'IA pour
fabriquer du documentaire versus le fait d'utiliser par exemple d'autres moyens techniques, par exemple la peinture ou le dessin. Et il y avait vraiment 2 points de vue. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que quoi qu'on fasse, on puisse en discuter, on puisse comprendre pourquoi c'est fait, on puisse contextualiser la chose. Donc on n'est pas sur un refus de principe, mais il faut vraiment que ça fasse sens, qu'on puisse l'expliquer et que les personnes qui le reçoivent comprennent la démarche et qu'il y ait une plus-value évidemment. Pas que ce soit juste pour baisser les coûts et supprimer des emplois. On peut aussi mentionner les nouveautés 2026 et l'ouverture de la compétition. Quelles évolutions préparez-vous pour la prochaine édition? On a pas mal d'évolutions. Il y aura un espace débat avec donc tout un endroit pour discuter, se rencontrer, dédicacer des livres et avoir des discussions en plus des films. Ça, c'est une nouveauté sur le lieu. Il y aura une nouvelle catégorie de films, puisqu'on avait 3 catégories jusque-là. Là, on en a rajouté une pour séparer les documentaires TV des documentaires cinéma, parce que c'est pas les mêmes moyens de production, c'est pas les mêmes espaces de diffusion. Donc là, il y a une catégorie en plus. On espère remettre aussi le prix du public, puisque le public est important. On veut lui donner une voix. On avait dû l'enlever par faute de moyens. Là, on espère trouver les moyens de les remettre. On aura une soirée d'ouverture aussi, avec une avant-première. Je peux pas encore vous dire, mais on est en train d'organiser ça. Et puis, je pense que dans les thématiques, les films nous arrivent tout juste, donc c'est un petit peu trop tôt pour déterminer exactement les thématiques, mais je pense qu'on va parler quand même, on va dire, du droit des enfants, de la place de la famille et des violences intrafamiliales, qui est un sujet qui en Suisse en tout cas a beaucoup émergé, mais je crois qu'en France aussi, dans le reste de l'Europe. On le voit avec l'affaire Epstein, la pédocriminalité, c'est des sujets qui sont latents, qu'il faut traiter. Il y aura forcément la question de la guerre, mais pas juste la guerre, la façon dont elle nous affecte et dont on la regarde. On est un festival documentaire, c'est inévitable qu'on parle de ça, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et je pense qu'on aura encore plein d'autres surprises. Je vois les films arriver et c'est vraiment savoureux. Il y aura aussi, je pense, de très belles choses venant de Belgique. Quelles sont vos attentes ou besoins pour Farel 2026? À moi, mes attentes, j'espère avoir un public plus nombreux, puisqu'on essaye d'ouvrir encore le festival plus largement. C'était un festival assez spécialisé et assez local, donc j'espère l'ouvrir à un public roman, à la fois à des experts, mais aussi à un plus jeune public, notamment étudiants. On va prévoir des séances pour eux, certainement des quiz ou des séances avec on va dire des figures, des youtubeurs qui arrivent à leur parler d'histoire, par exemple. Donc j'espère que ce public sera présent. Et puis j'espère que sur place, des liens se créeront. Enfin, c'est la joie des festivals, c'est que les gens puissent se rencontrer et que ça donne naissance à d'autres choses qui arriveront aussi en 2028. J'ai oublié de dire qu'on aura aussi une remise de prix. On a beaucoup de partenaires cette année. Il y aura une exposition photo, mais il y aura notamment un prix pour les jeunes qui... titre de travail s'appelle « Je n'ai pas fait que regarder » et qui associe un peu le documentaire à l'engagement. Et là aussi, on retrouve un lien avec le protestantisme. En tout cas, nous, les luthériens, on est une communauté assez engagée socialement. Et là, ce prix, qui est aconfessionnel, n'a rien à voir avec la religion, mais dans son idée, c'est de dire « J'ai vu un documentaire, j'ai compris une problématique, je suis jeune et je me sens un peu... loin de tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, c'est l'idée de récompenser des jeunes qui font des actions. Ils ont vu un film sur l'écologie, ils peuvent faire une action écologique et être récompensés pour ça. Donc voilà, c'est l'idée d'encourager aussi à l'action et de pas se sentir démunis. Je crois que dans l'époque qu'on vit, c'est très important. Merci. Avant de conclure, j'ai une dernière question. Qu'espérez-vous plus largement pour la place de la spiritualité et de la philosophie dans le cinéma contemporain? J'espère tout simplement que le cinéma va continuer à en parler, il en parle déjà bien. J'espère qu'on traitera tous ces aspects, pas seulement les extrémismes ou la peur, mais qu'on laissera aussi la place à l'humain et aux belles choses, parce que la spiritualité, c'est aussi l'élévation, c'est aussi ce qui permet, on va dire, de s'ancrer pour faire face à des défis immenses. Et quand elle est utilisée à bon escient, elle permet de transformer, c'est le sel de la terre, elle permet de transformer de grandes choses. Et je crois que ça, c'est aussi une des racines de Farel, c'est l'humanisme, donc c'est raconter des parcours humains. Et je crois que le cinéma, le documentaire savent faire ça très bien, et donc j'espère que tout ça continuera. Merci beaucoup, on vous souhaite en tout cas que tout se passe au mieux pour le prix Farel 2026. Merci beaucoup Margot. Présence protestante, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Margot Lemba et Camille Andrés d'être venus de Neuchâtel pour ce festival, le prix Farel. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site ovio.be ou bien encore mediaprotestant.be. À très bientôt, au revoir.